Ok, c'est bon. On reçoit l'annonce que ce webinaire est enregistré pour le replay sur la chaîne YouTube de l'Université francophone de l'autonomie alimentaire. Donc, je souhaite la bienvenue Il y en a deux qui à arrivent là. tous les participants de ce soir qui sont là avec nous en direct pour ce webinaire en live et pour ceux qui vont nous écouter en replay ou qui nous rejoindront en cours de route. Alors, ce soir, c'est une première, donc bienvenue à tous. On est super content de vous accueillir. Ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à allumer votre caméra. Si c'est plus sympa de voir vos visages que de voir que les prénoms, sachant que les micros sont coupés pour éviter les interférences. Donc, on ouvrira les micros quand on sera dans la partie dialogue dans un deuxième temps. Salut Alain, salut Françoise, Marie-Laure, Hélène, Olivier, Patricia, Aurélien. Salut à tous, Steph. Voilà, donc ce webinaire, c'est le premier d'une série qui commence avec une cadence qui sera de l'ordre de 4 semaines à peu près, 4 à 5 semaines, un par mois, dont on annoncera à la fin du webinaire, le prochain webinaire. Il s'agit des rencontres de l'autonomie alimentaire que nous avons proposé de mettre en place pour faire vivre la feuille de route du retour à l'autonomie alimentaire, le guide de l'autonomie alimentaire, le guide des 21 actions. Donc, le but étant de faire connaître aux uns et aux autres tous ceux qui œuvrent dans cette démarche de partage du retour à l'autonomie alimentaire et les participants qui veulent acquérir des compétences et rentrer en connexion, en interaction les uns avec les autres. Voilà pour ces rencontres. Alors, c'est Sabine qui va animer ce soir ce webinaire. Moi-même, je prendrai en charge les questions sur le chat pour les communiquer aux intervenants, les questions et les suggestions, les remarques que vous pouvez faire. Et juste pour vous dire, vous rappelez le format, le webinaire, il dure 1h30. Si on dépasse un petit peu, c'est pas grave, puisque on est complètement libre ici de passer le temps qu'on veut s'accorder. On essaye de tenir quand même cet équilibre d'1h30. Le webinaire va se dérouler en 3 parties. Une première partie, après l'introduction de Sabine, où on aura les exposés de nos invités que Sabine va présenter, les 3 interventions. Deuxième partie où Sabine exposera les outils qui sont mis à disposition pour les agoras d'agriculture urbaine, qui est le thème de ce soir. Et la troisième partie, ce sera les échanges avec les questions-réponses, avec suivi de la conclusion. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Sabine, je te passe la main. J'essaye de me rendre compte si en partageant l'écran pour passer au diaporama, je ne sais pas si je continue à avoir les demandes d'entrée. D'accord. C'est ce Donc que c'est je... du rodage ce soir, c'est une Ah oui, première. On fait ceux-là qui l'apprentissage connaissent bien le des Zoom, fonctions Zoom ok. en interaction avec du nombre public. Quand je partage l'écran avec les diapos, là je vais faire Voilà. partage d'écran. Et donc, à moins que ce soit plusieurs qui peuvent partager, à ce moment-là, tu peux partager peut-être François, ce serait mieux pour que je garde la main. Pour que les... Voilà, que tu me partages la modération. Vas-y, voilà. Donc, on va vous présenter donc, dans un premier temps ce qu'est l'Université francophone de l'autonomie alimentaire que nous avons créée en 2017, qui se présente sous plusieurs formes. D'abord, il y a un site web que vous pouvez trouver en tapant autonomiealimentaire.info. Et là, vous avez une série d'articles, de tutoriels, d'informations, de vidéos
sur le sujet de l'autonomie alimentaire en libre téléchargement, en libre consultation. Ensuite, on a donc écrit un livre qui s'appelle, alors je ne sais pas si vous le voyez là, En route pour l'autonomie alimentaire, qui figure là donc sur cette diapo. Et il y a aussi une série de groupes Facebook, donc vous avez pu voir et consulter pour vous inscrire à ce Zoom là, à cette réunion de ce soir. Et donc c'est une ressource partagée en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui apportent des éléments d'information et on échange grâce à ça. Notre objectif, c'est de faire prendre conscience de l'intérêt de se mettre en route sur l'autonomie alimentaire, puisqu'en fait, on a perdu beaucoup de souveraineté sur beaucoup de plans. Et il nous semble-t-il que l'autonomie alimentaire est un des sujets majeurs qui permet de regrouper les gens autour de la terre, d'une nourriture saine et vivante, en prenant soin de soi, des autres et de la terre, et donc de traverser cette zone de turbulence avec un psychisme un peu plus fort que si on restait devant sa télé et en partageant pas mal de choses. Donc, l'objectif de ces rencontres de l'autonomie alimentaire, c'est de faire vivre cette fameuse feuille de route que nous avons élaborée à partir de toutes les actions que nous avons visitées, que nous avons pu rencontrer dans différents pays, notamment en France, au Québec, en Belgique, en Tunisie. Enfin, il y avait à Taïwan aussi, hein, Claire, et qui fonctionne bien. Et quand on fait le lien entre tout ça, on se rend compte qu'on peut créer quelque chose de vraiment sympathique sur les territoires et qu'il y a la permission devant la personne pour faire ça. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la troisième action qui est l'Agora d'agriculture urbaine. C'est la première rencontre, c'est le sujet de la première rencontre qui nous permet de décrire les fonctions, à quoi sert une agora, pourquoi une agora d'agriculture urbaine. Parce qu'en fait, pour moi, je pense que étant urbaniste à la base, je me dis que c'est un des équipements majeurs qui peuvent permettre de rassembler les gens. Quand on aménage des pistes cyclables, les gens vont sur les pistes. Quand on aménage un parking, les voitures vont sur les parkings. Quand on aménage une agora, comme on peut le voir ici, les gens se rencontrent et peuvent parler, discuter du sujet en question. Donc, Claire et Fabien, Lou, Timéo et Linine vont présenter leur expérience de l'Agora et comment tout ça s'arrange. Alors, pour nous, l'autonomie alimentaire, c'est l'affaire de tous. Donc, c'est pourquoi on se retrouve rassemblés. Ensuite, ça s'apprend. Pourquoi on fait ces rencontres et qu'on a créé l'université francophone de l'autonomie alimentaire. Et ça s'organise. Donc, tout le monde est concerné et on ne peut pas partir n'importe comment ou chacun pour soi. Et donc, on a besoin d'échanger et l'Agora d'agriculture urbaine est bien un lieu qui permet tout ça. Donc, Claire, les intervenants vont se présenter. La voilà, toute mignonne. Et je vais pouvoir te passer la parole, Claire. C'est très bien. Bonjour tout le monde. Alors j'ai l'honneur d'être la première à commencer à témoigner de mon expérience sur le sujet des agoras d'agriculture urbaine. Alors ça fait depuis 2017 que je travaille sur ce sujet. C'est en 2017 que j'ai rencontré Sabine et François et que j'ai découvert les superbes tutos de l'Université francophone de l'autonomie alimentaire. Et je dois dire que ça m'a beaucoup servi parce qu'à l'époque j'étais à Taïwan et je travaillais dans une ONG qui avait pour mission de végétaliser les villes, donc de planter des arbres en ville, mais de manière citoyenne et participative. Donc, il fallait impliquer les gens dans cette démarche-là. Et j'ai travaillé 3 ans à Taïwan et en fait, on s'est rendu compte que pour intéresser les gens à cette notion de végétalisation des villes et pour les responsabiliser, si on intégrait le côté nourricier, ça fonctionnait mieux.
Donc moi, c'est comme ça que j'en suis arrivée à ce sujet. Et donc, au sein de la fondation Wutong à Taïwan, j'étais chargée d'animer des ateliers pédagogiques, d'organiser des plantations d'arbres, de faire des conférences, de fédérer un petit peu la population. Et on s'est inspiré d'une technique qui existait aux États-Unis depuis 2010. C'était Bacon Food Forest. Donc là, on parle vraiment d'agriculture urbaine participative. Les fondateurs de Bacon Food Forest à Seattle, ils ont utilisé un terrain public pour faire une petite forêt comestible publique qui incluait une agora. Et chaque mois, ils organisaient des chantiers participatifs. Eux, ils appelaient ça des work parties. Et en fait, c'était tellement fédérateur qu'ils avaient à peu près une centaine de personnes qui venaient à chaque événement. Et là, c'était l'occasion déjà de se rencontrer, d'apprendre les différentes pratiques, de les réaliser tous ensemble, tout en s'amusant. Donc à Taïwan, on a eu connaissance de cette superbe initiative et on a fait venir les fondateurs de Bacon Food Forest pour copier leur modèle et puis l'implanter à Taïwan. Donc voilà quelques images de ce qu'on a réalisé dans une ville de 400 000 habitants là-bas. On a d'abord développé un espace de démonstration sur un terrain de 800 mètres carrés. Et ensuite, ça a tellement plu à tout le monde, à la mairie, etc., qu'on nous a commandé 3 autres projets. Donc, dans les 3 ans où je travaillais là-bas, on a développé 4 espaces comme ça, 4 agoras, des petits espaces qui permettaient aux gens de venir planter ensemble. Là, on voit sur la photo en haut à droite que les gens apprennent à réutiliser les matières organiques, c'est-à-dire les épluchures, etc., pour faire du compost. Donc tout ça, ça s'apprend, surtout quand on est citadin. On constate qu'il y a beaucoup de gens, enfin Taïwan, c'est 70% de la population qui vit en ville. Bientôt, c'est dans le monde entier que ce sera comme ça. Donc il y a beaucoup d'urbains, il y a beaucoup de gens en ville qui ont envie, mais qui n'ont pas de terrain, qui ont à peine un balcon et encore pas toujours, et qui sont déconnectés avec toute cette pratique-là. Donc les agoras, ça permet d'apprendre ensemble toutes ces petites techniques et de partager les récoltes. Alors, ce qui est important, c'est qu'on travaille sur l'espace public. Donc, ça doit se faire en concertation avec le gouvernement, on va dire avec la collectivité. Sur cette image-là, on a le maire de la ville de Hsinchu, de 400 000 habitants, qui explique le projet lors d'une conférence de presse à tout le monde. Donc, on voit une image aérienne du site avec les différents éléments qui le composent. Donc, on a des petits jardins en trous de serrure pour faire pousser des potagères. On a une mare, on a un kiosque pour se rassembler. On a un petit cabanon pour ranger les outils et pour collecter l'eau de pluie. Et donc, finalement, on montre comme ça, dans cet espace, comment atteindre la résilience à petite échelle, mais du coup, qui peut se décliner à l'échelle de toute la ville. C'est très important que dans ce genre de projet, on ait conscience qu'il y ait plein de parties prenantes différentes et il va falloir en fait orchestrer tout ça, coordonner tout ça pour que le projet puisse naître et qu'il ait un impact. Donc là, on voit l'espace vu du ciel. Alors, c'était 800 mètres carrés. La photo aérienne a été prise le jour de l'inauguration. Maintenant, c'est beaucoup plus vert que ça. Et on voit à quel point un petit îlot de végétation comme ça a son importance dans la ville. On avait mené une enquête sociale auprès des habitants du quartier. Avant qu'il y ait cette agora, les personnes qui vivaient dans la résidence juste à côté, qui est majoritairement une résidence où il y a des personnes âgées, ils allaient beaucoup à l'hôpital. Une fois qu'il y a eu ce projet, en fait, beaucoup moins parce qu'ils avaient un espace pour parler, pour qu'on prenne soin d'eux. En fait, c'est ça, c'est aussi pour ça des fois que les personnes âgées vont beaucoup à l'hôpital parce que, en fait, ils ont envie d'échanger, ils ont besoin de liens sociaux, etc. Donc nous, c'était vraiment un des résultats qu'on avait observé, c'était que les gens n'avaient plus le même rapport à la nature dans leur quartier et qu'en plus, il y avait un meilleur bien-être globalement. Alors là, c'est un autre espace. Là, on avait plus de place, c'était un petit peu plus excentré dans la ville et on voit l'image d'une plantation d'arbres qui met en scène les enfants d'une école et leurs parents.
Donc, c'est important aussi ce genre d'espace parce que souvent, les écoles qui sont un terrain d'apprentissage n'ont pas forcément l'espace adéquat pour pouvoir s'adonner à ce genre de pratique. Donc, c'est aussi un lieu d'apprentissage où tous les groupes, quels qu'ils soient, peuvent venir ensemble participer et mettre les mains dans la terre. Et donc, après 3 ans à Taïwan, moi, j'ai eu envie en rentrant en France, de continuer sur cette lancée et de mettre en place les mêmes projets à Cahors, qui était qui est la ville la plus proche de là où j'ai atterri. Et, en fait, j'ai eu envie de continuer tout simplement parce que je me suis éclatée pendant ces 3 années-là. J'ai vu beaucoup de sourires, j'ai vu des gens voilà, joyeux, j'ai vu que c'était fédérateur. Donc, j'avais vraiment envie d'impulser le même projet. Donc, ici, on est en juillet 2020, après le confinement, et on cherche un endroit parce qu'il y a l'idée de faire germer une agora d'agriculture urbaine à Cahors. Donc, on était une vingtaine de personnes ce jour-là. On a décidé de créer une asso qui s'appelle aujourd'hui Autonomie alimentaire Cahors. Et on a passé en revue un petit peu tous les espaces disponibles dans la ville. Et puis, on a fait la liste, on est allé voir la mairie et on leur a voilà, parlé de notre projet. Et puis, la mairie a complètement adhéré, puisque maintenant, dans beaucoup de mairies, il y a des élus qui sont dédiés à la transition écologique, l'agriculture urbaine, la participation citoyenne. Donc, nous, on a eu la chance de tomber sur un élu qui nous a tout de suite soutenus et qui a parlé de ce projet au sein de la mairie. Et en un temps record, à peine 9 mois, on a à la fois signé une convention d'utilisation de l'espace et on a créé l'association, et la mairie nous a aussi octroyé un budget de 10 000 € de départ pour financer la construction de l'Agora. Donc, on a fait ça sur un espace de 400 mètres carrés en plein centre-ville. L'idée d'une agora, c'est qu'elle soit à la fois très visible par tout le monde, donc ouverte au public, qu'elle soit très accessible, c'est-à-dire qu'on peut y accéder à pied, on ne doit pas prendre la voiture pendant 10 minutes pour accéder à l'agora. Et on a fait la construction, donc très rapidement, on a vu des résultats, puisque là, on voit une photo avant-après. Donc, on passe d'un rectangle de pelouse ras avec 2 arbres à un oasis de biodiversité avec plus d'une centaine de plantes alimentaires, un kiosque, etc. Donc là, on voit quelques images de la construction de l'Agora. Ça s'est fait sous forme de chantier participatif. La photo de gauche, c'est la construction de la pergola, donc l'endroit où vraiment on va s'asseoir, se poser, se parler, échanger, apprendre. Et à droite, on voit quelques images de la construction. Donc, ça a été une construction complètement participative, bénévole, sur le principe un peu de la fermentation sociale. C'est-à-dire que comme le projet sert l'intérêt commun, chacun peut mettre sur la table ses compétences, de telle manière qu'il s'implique de la manière la plus fluide et la plus facile pour lui. Donc, par exemple, si une personne, sa compétence, ça va être de bricoler, ou le constructeur, par exemple, il va apporter ça. Là, on avait une entreprise qui s'appelle Occitanie Pierre qui nous a fait don de pavés qui nous ont permis de créer de jolis sentiers pavés. On a aussi des gens qui vont s'impliquer, par exemple, qui sont paysagistes professionnels, qui vont arriver à faire un joli plan pour pouvoir communiquer sur le projet. On a des gens qui vont être des bons communicants, qui vont prendre en photo tout ça, animer les réseaux sociaux, et pouf, ça va permettre d'attirer encore plein de gens. Donc, pendant la construction de l'Agora, on a fédéré beaucoup de monde dans l'association, on a fait connaissance avec plein de gens, et puis on s'est rendu compte qu'un des freins qu'il pouvait y avoir à la construction de ce projet-là, de la part de la mairie, c'était le risque de dégradation de l'espace. Et en fait, on n'a eu absolument aucune dégradation de l'espace. Au contraire, même les gens, entre guillemets, qu'on appellerait peut-être les gens bourrés, voilà, qui font un peu peur, etc., qui parfois sont un peu agressifs, nous ont aidés parce qu'ils nous ont vus voilà, régulièrement sur ce terrain-là, puis sont venus nous donner un petit coup de main, puis finalement, maintenant, c'est les gardiens du lieu. Voilà le jour de l'inauguration, c'était en septembre 2021. On voit le maire de la ville qui coupe le ruban inaugural de l'Agora.
La végétation avait bien eu le temps de pousser. Et puis, ça montre à quel point il est important aussi de communiquer sur le projet. Donc, moi, j'ai été élevée à la taïwanaise et à la taïwanaise, tous les mois, on organise une conférence de presse où on invite tout le monde, les élus, les habitants, etc. Et puis, on parle du projet, on marque comme ça les points forts du projet, on communique dessus. Ça permet de faire rayonner, ça permet d'encourager les bénévoles parce qu'on parle d'eux. Et ça permet aussi d'engager les élus, parce que du coup, bah, pour eux, c'est aussi une bonne image, en fait, pour la ville. Ça donne une ville qui a un cadre de vie plaisant, agréable, qui s'engage sur le chemin de l'autonomie alimentaire. Et c'est une marque d'engagement de leur part sur cette voie-là. Et puis, pour faire vivre le projet, après, ben, moi, je pense que c'est important d'organiser des événements conviviaux. Donc, ce jour-là, c'était en septembre de cette année, on avait organisé une disco smoothie, c'est-à-dire qu'on avait fait les cueillettes sur notre agora, et puis on avait récupéré aussi les invendus des Biocoop, et on avait concocté des soupes froides et des smoothies, comme ça, avec avec un vélo blender, donc à la force du jarret. Et c'était très festif. Il y a un groupe de danse qui est venu, il y avait de la musique, c'était l'occasion de faire des échanges de graines. Et donc, ça permet de rassembler les gens, en fait, ce type de moments conviviaux. On s'approprie l'espace public, on vit dessus, on se fait plaisir. Et même si au quotidien sur l'Agora, ben, il n'y a pas forcément 30 personnes tous les jours, il peut y avoir, par exemple, que les passionnés de jardinage qui sont là quotidiennement et d'autres personnes qui soutiennent le projet, mais pour qui le jardinage, c'est pas forcément une vocation, ben à ce moment-là, ils vont venir et ça va donner de l'énergie, en fait. Ça va créer une sorte de dynamique positive qui encourage tout le monde à se diriger vers ce genre de projet. Et puis, c'est de là que germent de nouvelles idées aussi, puisque une fois qu'on a eu en fait réalisé cette agora d'agriculture urbaine à Cahors au sein de l'association, eh ben, on a fait plein de nouvelles rencontres, on a rencontré plein de nouvelles compétences, de gens qui avaient du temps, de gens qui avaient de l'envie, et du coup, on a pu enclencher de nouvelles actions de la feuille de route pour l'autonomie alimentaire. Donc l'Agora, c'est l'action 2. Et ensuite, nous, on est passé directement à l'action 21, la plantation de forêts comestibles, puisque la mairie nous a mis à disposition, comme le projet était concluant, un nouvel espace sur un terrain de 1 hectare à peu près, un petit peu excentré dans la ville de Cahors, sur lequel on a commencé à planter notre jardin-forêt communal. Donc ça fait 1 an qu'on y est, on a planté à peu près 400 arbres déjà. Là, on voit une photo vue du ciel, voilà, 1 an après le début, on voit bien les chemins qui sont dessinés. On laisse aller les successions végétales pour régénérer naturellement le sol. Et donc, évidemment, on se rend compte que si on avait été 4 personnes pour gérer un terrain de 1 hectare, c'est pas la même chose que si on est 40 personnes, parce que c'est ça qui a permis l'Agora. Ça a permis vraiment de fédérer les gens et que maintenant, on a, voilà, quand on organise une plantation d'arbres, il y a des dizaines de personnes qui sont au rendez-vous et ça va beaucoup plus vite. Donc voilà quelques images. Ça a été une conception participative. La mairie contribue en nous mettant à l'espace à titre gracieux, en nous apportant aussi des déchets verts, du broyat pour pailler nos arbres. Et puis, ça montre en fait que l'Agora, c'est une première étape indispensable pour révolutionner notre alimentation, révolutionner nos systèmes de production alimentaire. Donc là, cette petite image en conclusion, c'est en fait le dernier livre de recettes qu'on a sorti avec Fabrice Desjours, qui propose une autre façon de s'alimenter. Et en fait, voilà, juste pour partager que moi, aujourd'hui, c'est devenu mon métier, c'est-à-dire que d'animer comme ça les réseaux d'autonomie alimentaire, d'organiser des ateliers pédagogiques. Le but de la feuille de route, c'est aussi de créer un nouveau modèle économique autour de l'autonomie alimentaire, où chacun serait quelque part son propre auto-entrepreneur, en fait, son propre patron avec son propre modèle économique pour servir l'intérêt collectif. Et il y en a qui gagneraient leur vie avec la cuisine, la transformation des aliments, les autres avec la pépinière, la vente de plants, d'autres avec l'organisation de supermarchés coopératifs. Et ben moi, mon exemple, c'est l'organisation de formations, d'ateliers. Donc, il y a toutes les compétences qui sont
nécessaires pour organiser toute cette démarche-là. Donc voilà, je vais passer la parole maintenant à Fabien qui va apporter son témoignage. Et puis s'il y a des questions, je serai ravie d'y répondre tout à l'heure. Voilà, bah écoute, merci Claire. Écoute, c'était très intéressant. Il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints depuis. Donc, pour résumer en quelques mots tout ce que tu as présenté, c'est très riche. Dans le cas de Cahors, c'est une agora sur un espace public. Donc, vous avez dû apprendre à faire avec les pouvoirs publics et vous êtes rendu compte qu'il y avait plein de parties prenantes et qu'il fallait donc une coordination. Tu conseilles que l'agora soit dans un lieu très visible et bien accessible et vous avez obtenu des résultats très rapidement. Et puisqu'on voit bien dans la photo avant-après comme ça a vite poussé. C'est tout à fait participatif, tout ce que vous avez fait. Beaucoup de gens se sont impliqués, ont développé leur talent et le projet sert donc l'intérêt commun. Comme c'est un intérêt commun, donc tout ce travail a été très fluide. Ce qu'il y a d'important aussi que tu nous as dit, c'est de communiquer et d'animer. Et donc, vous avez eu des moments festifs qui ont vraiment apporté une dynamique et qui vous êtes encouragés les uns les autres. Cette expérience d'Agora vous a fait développer de nouvelles compétences qui vous ont permis donc de réaliser une forêt comestible grâce à l'apport par la collectivité d'un terrain d'1 hectare et vous vous mettez à plusieurs maintenant pour planter. Vous avez déjà planté 400 arbres et donc ça t'amène aussi à compléter ton propos et à conclure que en fait ça révolutionne aussi notre manière de nous alimenter dans ce sens qu'il y a beaucoup d'espèces comestibles qu'on ne connaît pas et qu'en fait qui sont délicieuses et qui invitent pas mal de gens à inventer de nouvelles recettes. Et vous avez sorti pour ce faire un livre. Et donc, le fait de s'engager dans cette feuille de route de 21 actions permet de développer de nouveaux modèles économiques. Et donc, voilà, merci Claire. Hein, c'était très riche pour résumer pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Alors, Fabien, si tu veux Alors, bien… je ne sais pas si on fait des questions-réponses. Il y a une personne qui aurait une question. Je ne sais pas si vous les faites après ou si… Après, c'est dans un deuxième temps. D'accord. Pour qu'on ait la vue Ok. d'ensemble des différentes agoras. Voilà. D'accord. Très bien. Bonjour à tous. Et juste une question, est-ce que Fabien, tu veux partager toi-même le PowerPoint pour passer les diapos ou je Ah le non, fais pour toi? je ne sais pas faire. Donc, Ok, je le fais pour toi du coup. Ouais. Ah ouais, ok, super. Ok, ma passe avance au fur et à mesure parce que, ouais. Ok, bah ça c'est Fabien. Fabien Tournant, moi je fais de la régénération des sols par différents outils. Donc j'ai élaboré un concept avec un grand monsieur qui s'appelle Edgar Morin, que j'ai nommé la gestion holistique des territoires. C'est une façon de faire de la permaculture, de comment on s'organise pour répondre à un besoin premier qui est la sécurité alimentaire et redonner un petit peu du sens à nos actes. Donc, en fait, c'est un peu comme Claire, j'essaie de faire de la cuisine avec différents ingrédients. Et l'ingrédient Agora, ce serait presque un petit peu comme le sel. Le sel, c'est une base d'un élément qui permet de lier tous les autres éléments, tous les ingrédients, toutes les saveurs. Et effectivement, l'Agora, c'est un des ingrédients principaux dont je me sers dans mes conceptions. Donc là, on vous emmène à Apieto. Donc Apieto, c'est une commande de monter un centre pilote pour l'autonomie alimentaire. C'est comment on peut avoir un lieu où on peut se rassembler, on peut essayer différentes techniques, permaculture, agroécologie, avoir de l'arboriculture, des plantes aromatiques et pouvoir former les gens qui sont en BPRA, donc avoir des stagiaires en lycée agricole, BPRA, pouvoir former les gens des collectivités territoriales, les citoyens, les personnes âgées et comment on peut se rassembler autour de l'alimentation. Donc, on a monté ça en à peu près 6 mois et après, on a
on a lancé des formations et on a commencé à rassembler énormément de monde autour de ce projet. Et l'Agora a été un petit peu le cœur où il s'y passait des concerts, des événements, des formations. Et donc, grâce à ce lieu, ça a donné un petit peu du sens au niveau des différents acteurs. Le but de ce jardin, c'est comment on donne de la lisibilité sur les outils de changement et sur le champ des possibles. Là, on part dans les écoles. Alors, le but, c'est comment on intègre, mon travail, c'est comment on intègre l'outil Agora dans différents écosystèmes. Quelle est sa place? Quel est son potentiel? Quel est son pouvoir? Donc là, on a travaillé avec une enseignante, Pauline Aufort, sur un projet de comment on intègre sur une classe niveau bac, qui sont en STMG, donc en sciences économiques, comment on peut intégrer, comment on peut faire valider certains ingrédients du baccalauréat au niveau de la comptabilité, de la gestion, de l'organisation, avec un outil jardin. Le but de ce projet, c'était déjà de montrer que si on est organisé et si on est plusieurs, comment on peut créer des espaces de production alimentaire. Donc là, le challenge, c'était comment, en une journée de 8 heures, avec 30 élèves, quand on a tous les ingrédients sur place, on crée un espace. Et là, en un jour, on a monté une serre, un bassin, des lits de culture, l'irrigation, un système anti-érosion, planter des semis et faire tous les protocoles. Donc, on a fait tout ça sur ligne de niveau, la gestion de l'eau. Il n'y a pas une goutte d'eau qui sort du terrain. Donc, c'était la démonstration que si on s'organise et qu'on a tous les outils et les ingrédients, en un jour, dans toutes les écoles de France, avec une seule classe, on peut créer un jardin par école en un jour. Donc, on voit un petit peu la force de frappe si on compte le nombre d'écoles présentes sur le territoire, en sachant qu'on peut aussi faire des jardins hors sol avec juste des palettes et des bottes de paille et une petite couche de terreau. Donc là, la première démonstration, c'est quand on s'organise ensemble, la force du collectif permet, je veux bien que tu reviennes un petit peu avant, la force du collectif, elle permet de monter des lieux de production alimentaire et d'éducation. Et sur toute l'année, ils ont réussi à construire, ils ont monté une entité juridique. Donc, les élèves ont monté une association de loi 1901. Ils ont fait un logo, ils ont fait des ventes, ils ont été voir combien coûtaient les légumes, ils ont produit, ils ont récolté, ils ont lavé, ils ont eu ils ont eu tout un classeur avec tous leurs clients. Et en gros, grâce à cet outil, tout ce qu'ils apprenaient en virtuel, en économie et en business, ils ont pu créer leur outil et le matérialiser. Donc ça, c'était une très, très belle expérience. Et de ce projet, on a reçu un coup de fil du ministère de l'Éducation Ruth Grenelle nous demandant plus d'informations et éventuellement l'intégration d'une cellule pour réfléchir sur comment on intègre les agoras au niveau démocratie citoyenne, quelque chose comme ça. Donc là, le projet continue et est monté plus haut. Là, au niveau de l'Agora, on est dans les quartiers populaires. Les quartiers, donc là, on est au sud de Paris. Donc là, le but, c'était comment on transforme un lieu qui était une poubelle, en fait, clairement, les matelas, les déchets, des choses un petit peu du quotidien sur un espace. Donc, on a transformé ce lieu-là. Et pour transformer cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a rassemblé tous les acteurs. On a rassemblé les élus, les parents, les enfants, les médiateurs de quartier, les personnes des associations. On les a sensibilisés, on en a formé une partie et après, on a fait des chantiers participatifs. Là, le terrain, on l'a monté à peu près en peut-être 6 jours. 6 jours de chantier participatif avec les mamans, les papas, les enfants. Sur ce lieu-là, on a fait une agora, on a fait un jardin thérapeutique et médicinal avec 10 lits de culture où la problématique, c'est la transformation d'herbes aromatiques. On faisait venir des naturopathes et pour transformer, faire des macérats avec les enfants et les mamans. On avait la parcelle hors sol pour quand on a des sols pollués ou du béton, comment on fait. On avait la parcelle plein sol. On avait le keyhole garden, pareil, pour sur béton ou comment, si on a une petite surface, on peut mettre en place un lieu de production à haut rendement, juste avec des palettes. On avait la zone de recyclage et on avait un
poulailler, pour comment on arrive à sensibiliser les enfants au recyclage des déchets et qu'ils aient envie de descendre des tours avec leurs épluchures et leurs déchets d'assiette pour aller donner ça aux poules et transformer ça en œuf. Donc, un déchet devient une ressource, comme le dit si bien François. Donc, voilà, donc là, c'était des rassemblements. On essaie de rassembler tout le monde autour de ça. Et là, le projet qui est en cours, c'est avec l'INSA. C'est comment, avec un jardin étudiant. Donc, pareil, là, on avait une zone qui était un peu en jachère. Donc là, c'était un projet avec Philippe Desbrosses au Conservatoire Sainte-Marthe, Intelligence Verte. Donc là, le challenge, c'est comment, en 9 jours, en mobilisation citoyenne, juste avec les réseaux, on transforme une jachère de 2000 m² en zone de production alimentaire en agroforesterie. Et avec une agora fait en palette. Donc là, on a fait une agora en palette, à peu près capacité 70 personnes avec les bottes de paille. Et on a fait ça, on a eu 50 palettes, 300 €, 2 personnes, une journée. Et on a fait l'agora. Donc là, c'est un projet très intéressant parce que ça permet aux étudiants d'intégrer en fait et d'avoir un outil. On a fait des séances où ils ont travaillé sur l'outil jardin. Donc là, on est sur des ingénieurs qui sont en 4e année. Les ingénieurs de l'INSA, c'est des ingénieurs un petit peu en génie industriel. Et on a confronté tout leur savoir-faire, c'est comment, sur un projet social, comprenant l'agriculture, les récoltes, la planification, la communication, et comment on peut faire quelque chose. Donc, on a fait plusieurs groupes et il y en a qui ont travaillé sur tous les fours solaires disponibles avec les tutos, les alternatives, combien ça coûte, comment on fabrique avec des outils de la récupération. Il y en a qui ont travaillé sur les toilettes secs, comment on trouve des alternatives concrètes aux toilettes. Il y en a qui nous ont fait un outil de planification et de codage sur Excel pour avoir des outils pour faciliter l'organisation des cultures pour les agriculteurs. Donc, il y a un temps d'apprentissage, mais après, ça roule. On a un groupe qui a fait une conférence qui se déroulera le 15 novembre sur le thème de l'alimentation. Un groupe qui s'occupe de la signalétique, comment on donne de la lisibilité, donc que ça soit sur le lieu et aussi aux alentours du lieu, comment de la ville on peut diriger les gens vers cet espace. Et du coup, c'est un projet qui est encore en cours. On y était encore hier. On a encore un événement prochainement qui est… Fabien, je ne t'entends pas. Ah, on Voilà, ça n'entend va être pas. on entend là. C'est bon. Ouais, ok, merci. Et donc là, le challenge, c'était comment un lieu comme un jardin avec une agora peut mobiliser et faire de la mixité sociale. Donc là, on a les ingénieurs en 4e année, on a des personnes âgées parce qu'à côté, on a un jardin coopératif avec des personnes âgées. On a un collège qui vient, on a les étudiants de l'école du paysage et on a les gens de la ville. Et là, le challenge qui était sympa, c'est que les étudiants repartaient souvent avec des légumes, mais souvent, soit ils n'ont pas le temps de les cuisiner ou ils ne savent pas faire. Donc, du coup, ce sont les femmes des quartiers qui vont venir aider à récolter avec tout le monde et qui vont cuisiner pour les étudiants, qui vont transformer ça, qui vont mettre ça en bocaux et qui vont après partir à l'université pour donner des bocaux aux étudiants qu'ils auront juste à ouvrir et à cuisiner. Et c'est vraiment très, très sympa. Donc, tout ça, on le fait étudier en ingénierie sociale, là, en SHS. Et c'est très intéressant de voir que juste une agora et un jardin peut répondre à différentes problématiques et tout niveau au niveau scolaire. Voilà, merci à tous. S'il y a des questions, on y répondra Claire, à la fin. c'était fini là, c'était bon. Okay. Oui, merci Fabien. Merci Claire. Alors, je reçois des questions au fur et à mesure, je les note et je propose de les conserver pour la fin des exposés. Donc, si des participants ont des questions, des observations, n'hésitez pas sur le chat de me les communiquer. Je les Donc, repasserai on a après. des personnes Merci. qui nous ont rejointes là, notamment Laurent. Salut Laurent. Voilà. Voilà Laurent Vermeil.
Dans mon camping-car, moi, je suis bien là. Pas le Ouais, chauffage, rien, une bonne écharpe, un bonnet, tout va bien. voilà, très bien. Pour la Oui, petite alors donc histoire, pour Laurent Bernays a lancé les incroyables comestibles à Bayonne. Fait partie des les pionniers de vétérans, l'agriculture urbaine. On est content les vétérans même maintenant, on est un content de le vétéran, retrouver avec nous. Et ouais. puis j'ai vu passer aussi Rémi Gazeux de Nouvelle-Calédonie. Oui, Et il y a André Trive qui nous a rejoint, qui est adjoint au ouais, maire à Elne, voilà. qui, euh, qui travaille à l'agriculture de la ville et au projet d'autonomie alimentaire pour la ville d'Elne. Ah, Donc on a un voilà. élu parmi Salut, nous ce soir. salut Donc s'il André. y a des questions, voilà, tout ça, on Voilà. va pouvoir échanger tout à l'heure. Et Sabine, on va continuer avec Voilà, donc Lou juste Simeoli. pour marquer les traits importants pour ceux qui nous ont rejoints de la présentation de Fabien. Fabien a présenté quatre cas d'agora d'agriculture urbaine dans un jardin pilote en Corse, dans une école, dans un lycée, un quartier d'habitat social et une école d'ingénieurs. Ce qui est assez surprenant dans sa présentation, c'est que c'est la rapidité avec laquelle l'agora est montée et les jardins plantés et productifs. Chacun y trouve sa place, chacun arrive à partager ses talents et ses compétences. Et il y a de la mixité sociale, il y a un rassemblement de beaucoup d'acteurs. Et donc, l'idée, c'est de créer des espaces de production alimentaire et de formation. Et l'agora est l'ingrédient principal. Dès que Fabien fait un projet de jardin avec différentes instances et différents partenaires, l'agora est l'ingrédient principal. C'est comme le sel qu'on met dans la nourriture. Et c'est très, très riche, très intéressant. Et ça montre que dans plusieurs cas, l'agora est faite vraiment pour différentes, que ce soit public, privé, de l'enseignement. Ça fonctionne dans tous les cas. Maintenant, donc, on va avoir la présentation de la junior association Rêve d'éléphant avec Timéo et Lou et Lynn Lid qui vont nous présenter leur point de vue, leur engagement et ce qu'ils font depuis des années, voilà, de manière avec beaucoup, beaucoup de persévérance et de créativité. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est pour me présenter, c'est Timéo. J'ai 16 ans. Alors, ce soir, je suis accompagné de Lou. Et Lynn. Voilà, donc mon petit frère et ma maman avec qui on a commencé cette aventure et qu'on continue aujourd'hui. Alors, cette aventure qui a commencé en 2013 avec l'initiation du mouvement des incroyables comestibles sur Besançon. Donc, où j'ai découvert grâce à François Rouillet l'existence du mouvement des incroyables comestibles. Et j'ai dit à maman, ah bah moi je veux faire ça. Donc on a commencé sur Besançon, donc en contactant les espaces verts pour pouvoir en fait végétaliser partout où c'était possible. Donc là c'est la Kéole qu'on a fait près du jardin botanique de Besançon. Donc ouf, je, je pars dans tous les sens, excusez-moi. On n'a pas l'habitude, c'est la première fois que j'anime un webinaire, vous m'excuserez. Donc alors, pour revenir d'abord à la Kéole qui était juste avant, en fait, ça fait partie de tous les petits jardins qu'on a voulu mettre en place sur la commune de Besançon. Donc, dans le cadre du mouvement des incroyables comestibles, donc le but c'était de potagiser partout où c'était possible, de mettre de la nourriture à partager, de faire pousser des légumes pour tout le monde. Et la Kéole, parce que le mouvement des incroyables comestibles, on a arrêté de l'animer sur Besançon, et la Kéole, c'est encore le dernier vestige de ce mouvement sur Besançon, qui reste encore aujourd'hui et puis qui est un peu moins entretenu, mais qui de temps en temps, on va dire, refleurit. Alors ça, nous, c'est notre toute première agora qu'on a créée au Torcol, donc sur base de palettes.
donc la première agora des incroyables comestibles de Besançon. Après, en 2014-2015, quand on a cessé, on va dire, un peu les actions avec les incroyables comestibles, moi j'ai voulu initier le mouvement des jardiniers en herbe, donc avec pour objectif de créer des jardinières en fait, que je m'étais adopté. Le but, c'était de créer une jardinière par jour pendant un an. Et alors, ces jardinières, elles sont très spéciales. C'était des jardinières à adopter, donc des jardinières que je fabriquais et après que je donnais, je partageais aux gens autour de moi. Le but, c'était de partager en fait un message qui est que pour jardiner, en fait, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un grand jardin et beaucoup de temps, ni beaucoup d'argent, parce qu'en fait, ces jardinières, c'était fait à base de boîtes palettes de récup. Donc, ça coûtait presque 0 € si on compte pas les vis et l'électricité pour la visseuse. Et donc, en fait, de pouvoir montrer que c'est très simple et que même en étant en appartement, si on a juste un balcon, on peut aussi installer une jardinière. Et après aussi, on a énormément d'espace tout autour de nous, même en fait dans les villes, pour pouvoir installer aussi ce genre de dispositif. Parce que aussi, moi, un de mes rêves, c'est de partager en fait l'abondance pour tous. Que tout le monde puisse vivre, on va dire, en autonomie, mais surtout aussi en autonomie alimentaire. Et alors, en 2016, pour pouvoir, on va dire, encadrer un peu tous ces projets, j'ai créé, alors, encadrer ces projets aussi parce que Lou en 2015, en fait, a été atteint d'un cancer à la base de la colonne vertébrale, donc à l'épendymome. Alors, aujourd'hui, il est guéri, il se porte on ne peut mieux. Et donc, à ce moment-là, Lou, il avait un rêve qu'il a toujours, qu'on n'a pas encore pu réaliser, mais ça se fera, c'est de sauver tous les éléphants d'Asie. Donc, suite à ça, moi, en 2016, j'ai créé la Junior Association, donc Rêve d'éléphant. Alors, au départ, parce que c'est pour le projet de base, c'est de sauver et d'aider à la sauvegarde des éléphants d'Asie, mais aussi parce qu'en fait, on va dire que le projet de l'association est devenu en fait de pouvoir concrétiser des rêves. Donc, en fait, c'est un très, très grand rêve alimenté par plusieurs jeunes. Donc, pour faire évoluer ce monde, donc on peut dire un très grand rêve, un rêve éléphantesque. Alors, les juniors associations, pour la faire court, ça a été créé par la Ligue de l'enseignement, donc, qui a créé une association de loi 1901, le Réseau national des juniors associations. Et c'est un dispositif pour permettre aux jeunes mineurs de commencer la vie associative. Alors, parce que comme on est mineur, on ne peut pas créer d'association de loi 1901. On peut commencer en fait à avoir une junior association à partir de l'âge de 13, de 13 ans. Nous, on est l'exception qui confirme la règle. J'ai créé ma junior association à 11 ans. J'ai eu le droit à une dérogation. Et donc, en fait, c'est aussi pour permettre aux jeunes qui souhaitent s'investir dans la vie associative de pouvoir commencer très tôt. Et aussi, après, le réseau national, en fait, accompagne les juniors associations dans la transition vers association de loi 1901 quand les membres, en fait, arrivent à la majorité. Et le but, c'est aussi de pouvoir, en fait, être confronté dès maintenant à tous les aléas de la vie associative pour pouvoir, en fait, être prêt dès qu'on débutera l'association. Et avec ça aussi, la junior association, on n'est pas tout seul. On est accompagné donc par des adultes qui ont, pour nous accompagner, ont créé une association qui s'appelle l'association L'École de la Vie. Donc une association qui nous accompagne en fait dans tous nos projets, on va dire,
donc que ce soit pédagogique avec les écoles et de création de jardins. Ça, je vous en parle après. Vas-y, tu vas nous faire la parenthèse sur les actions pédagogiques. Alors, ce que je fais, ce que j'ai fait avec la présidente de l'association L'école de la vie, c'est que j'ai animé des cours comme vous voyez là, on fabrique des jardinières dans un lycée professionnel pour apprendre aux jeunes de mon âge comment, parce que c'est aussi des palettes de récup, donc comment faire du jardin simplement. Et donc, dans l'image encore avant. Les deux diapos précédents. Dans la serre? Oui. Oui. Donc, c'est une serre bioclimatique qu'on a eue grâce à une subvention de la région Bourgogne-Franche-Comté de 15 000 € qu'on a installée derrière l'école maternelle de Boussières, donc, la commune là où on vit. Pour animer des cours avec les enfants de l'école primaire et l'école maternelle. Voilà, donc en fait, ces projets, on va dire que ça entre aussi en lien avec ce que fait Fabien, et c'est pour montrer que si on veut faire transiter le monde, enfin effectuer une transition alimentaire et puis une transition dans tout l'ensemble, il faut non pas seulement éduquer la population, mais il faut aussi penser à éduquer les jeunes générations, en fait, les générations de demain. C'est pour ça que nous, on mène ces projets pédagogiques. On commence de la maternelle parce que on va dire que c'est une sensibilisation qui doit se faire dès le plus jeune âge pour qu'en fait aussi les enfants puissent faire eux-mêmes leur chemin et se dire en fait que ça fasse partie de leurs habitudes en fait de fonctionner de cette manière, donc de produire sa propre nourriture ou même de penser en fait au bien commun en produisant en fait en installant des jardins aussi un peu partout en lien avec le projet des propre comestibles aussi d'ailleurs. Et après, je viendrai aussi par le lycée Saint-Joseph, c'est un lycée professionnel de menuiserie. Et donc, ça s'inscrit aussi dans la continuité du projet des jardiniers en herbe de création de jardinières. C'était de leur montrer donc comment installer assez simplement et facilement et rapidement un jardin, même dans la cour d'un lycée. Et après aussi de leur apprendre comment aussi la création du sol et tout ce qui est semis et puis s'occuper des plants et tout ça. Après, je vais passer à la parenthèse hors champ. Alors, Grosse parenthèse. Oui, grosse parenthèse. Alors, l'école de l'autonomie, c'est un projet qu'on a essayé de lancer à Boussières, mais qui n'a pas porté ses fruits. Donc, en fait, l'objectif, c'est de créer un jardin où sont en fait un genre de jardin pilote avec toutes les propositions en fait de solutions de transition sont présentes. C'est-à-dire que sur le jardin de base, en fait, on avait plusieurs expériences qui étaient menées sur plusieurs parties du terrain, donc plusieurs expériences d'autonomie alimentaire, avec donc des buts de permaculture, de l'aquaponie, et puis enfin toutes des solutions comme ça. La régénération des sols aussi. Et voilà, et avec régénération des sols, parce que moi j'ai aussi pour plus tard, en fait, j'aimerais travailler sur la microbiologie des sols et puis donc aussi la régénération. Le terrain qu'on avait pris à Boussières, en fait, c'était un terrain, on va dire, qui avait servi un peu de décharge pour le village. Donc, il y a eu du déblai, il y a eu un peu de tout. Et en fait, c'est un sol assez pauvre. Et nous aussi, on vit dans une région où le sol est très calcaire. Et donc, c'est-à-dire qu'on a 20 cm de sol et après, on tombe que sur de la roche.
Donc pour moi, c'était un défi. Le défi, c'était de réussir à créer un jardin autonome sur en fait un sol avec presque aucune vie. Donc on a réussi, on a pu obtenir fruit à notre travail, mais on va dire que le projet, un des défauts qu'on a eu sur ce projet-là, c'est qu'on a manqué donc de communication. On avait, c'est là où on a découvert l'importance de l'agora. Et on avait une agora, mais on va dire que les personnes qui venaient nous aider à ce jardin-là n'étaient pas les personnes qu'on voulait toucher à première vue. C'est-à-dire on voulait en fait faire participer le village de Boussières, et les personnes qui venaient plus de Besançon ou des endroits alentours, ce qui n'a pas facilité en fait on va dire ce qui nous a pas aidé en fait à développer le jardin sur Boussières. Attends, tu as oublié de dire que c'est en 2020 et 2021, c'est Oui. en pleine période Covid. Et surtout, oui, on a commencé ce jardin juste après, en fait, à la sortie du confinement. Donc, c'était aussi pas encore on va dire On pouvait c'était pas pas se réunir. oui, on pouvait pas se réunir et c'était pas la priorité aussi des gens de créer ça. Et donc, du coup, on a pu rencontrer la commune d'Orchamps, donc dans le Jura cette fois-ci. Et alors, il faut revenir un petit peu plus avant, s'il te plaît, Claire. Donc, avec qui on a eu quelques échanges, et le maire, après, nous a dit ah, mais moi, j'ai un terrain Enfin, la commune a un terrain de 6000 mètres carrés en fait, qui est vide depuis 20 ans. Est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir en fait continuer votre projet sur Orchamps? Donc un terrain de 6000 mètres carrés sur lequel en fait ce que vous voyez là, en fait c'est un plan qui a été réalisé par Fabien Tournant et Lucie Caruso, donc qui sont venus il y a quelques mois en fait donner une formation sur Orchamps pour pouvoir débuter la création la mise en place du jardin pilote d'Orchamps. Donc un plan où justement a été intégré l'Agora, donc Agora qui est, comme l'ont bien dit Claire et Fabien, en fait un lieu d'échange qui permet aussi en fait d'ouvrir à une plus large palette de personnes, c'est-à-dire pas seulement les personnes intéressées que par le jardin, mais aussi pouvoir en fait sensibiliser en créant d'autres événements comme des concerts ou des débats sur plein de sujets, en fait, amener des personnes de différents milieux qui ne s'intéressent pas forcément au jardinage ou à la permaculture ou à la transition alimentaire, en fait, les inviter à venir sur le terrain pour échanger. Et après, en fait, étant juste à côté du jardin, on va dire en découle une présentation de ce jardin, et après, les personnes peuvent s'y intéresser parce que le but, c'est que de faire découvrir en fait les, le, de faire découvrir l'autonomie alimentaire, et puis aussi tout, euh, tous ces beaux projets en fait autour de l'autonomie, de la permaculture, de l'agroforesterie et de l'agroécologie, de faire découvrir ça en fait au plus de monde possible, d'où l'Agora en fait pour en fait je trouve plus mes mots, pour réunir le plus de monde possible de tous les milieux. Voilà. Et alors là, en fait, la diaporama qu'on a vue juste avant, donc ça, c'est une des deux journées de la formation donnée par Fabien. Donc, on a fait les lignes de niveau au compas égyptien, et les deux personnes que vous voyez avec moi sur la photo sont le maire d'Orchamps et un de ses conseillers. Donc, en fait, ils sont venus le jour de la formation pour, en fait, on va dire, une sorte de mini-stage sur comment on fait des lignes de niveau. Et alors, ce terrain de 6000 mètres carrés, on l'a sous. Alors, c'est pas exactement un bail amphithéotique,
Mais c'est un peu ça. Donc, en fait, c'est un bail qui va durer 25 ans et qui est reconductible. Donc, parce que le maire d'Orchamps nous a bien dit, le but, c'est qu'à la fin, ce jardin, en fait, soit inscrit dans le paysage et donc d'avoir aussi la participation de tous les gens aux alentours pour faire vivre ce lieu, qui est un jardin de transition alimentaire. Voilà. Alors, et ça, c'est un de nos autres, un autre projet de transition. Alors, l'engin que vous voyez sur ces photos, ça s'appelle un Vélio. Donc, c'est un vélo électrique et solaire. Donc, comme vous pouvez le voir, il peut y avoir plusieurs sièges. Donc, on peut transporter plusieurs personnes. Et on a eu ce projet parce qu'on a découvert une association qui s'appelle Vélo solaire pour tous, qui qui imagine des prototypes de vélos de ce genre. Je me perds aussi. Pour l'écologie, parce que vu que c'est solaire, avec l'énergie du soleil, L'objectif du vélo, qu'est-ce que vous voulez en faire? Ouais, je vais y aller. Alors, on va dire qu'au début, nous, alors avec Lou, pour l'instant, on n'a que 16 et 15 ans, donc pour se déplacer tout seul, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, merci à maman de nous emmener un peu partout pour pouvoir développer nos projets. Le but, c'était d'avoir en fait un véhicule autonome et propre qui nous permette en fait, c'est pour toutes les missions de glanage et de distribution en fait pour pouvoir les réaliser nous-mêmes en toute autonomie. Donc ce vélo-là très spécial en fait est électrique et solaire et a été développé par l'association Vélo solaire pour tous et en fait peut transporter plusieurs personnes. Donc à la fois c'est pour transporter les familles et puis aussi on peut en fait transporter beaucoup de matériel. On peut transporter jusqu'à 200 kilos avec. Et alors nous, ce qui nous intéressait aussi dans ce véhicule-là, c'est l'aspect aussi plus convivial et familial et où en fait on voulait aussi s'en servir comme outil pour créer du lien. Donc en proposant aussi des promenades pour les personnes âgées qui ne voient pas beaucoup de monde. Donc pour leur permettre aussi de sortir de temps en temps et puis aussi de pouvoir les amener jusqu'au jardin ou des choses comme ça. Et aussi, on a découvert donc un autre point commun avec le maire d'Orchamps, c'est que lui, c'est conseiller, non pas c'est conseiller, excusez-moi, je me perds, c'est les agents municipaux. Il les a équipés en fait, de vélos solaires, enfin, de vélos électriques, et après, il va installer une station solaire pour les recharger, vélo électrique pour en fait s'occuper de la commune. vélo cargo. Oui, des vélos cargo solaires, électriques, pas solaires, c'est le nôtre qui est solaire. Et après, justement, ce projet aussi peut être mené donc avec grâce aussi à la participation de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui nous soutient aussi énormément dans nos projets, donc en fait, et qui subventionne on va dire l'achat de ce véhicule, qui est d'ailleurs autoconstruit. C'est-à-dire que l'association Vélo solaire pour tous propose les plans sur Internet et après, c'est à nous de commander les pièces et puis de le monter nous-mêmes. Et après, par la suite, justement, il a été établi, on va dire, un partenariat avec avec cette association, donc en fait, pour les aider et puis on va dire, à faire en sorte que ce genre de véhicule soit accessible à tous. Très bien, merci pour votre présentation et ce magnifique plat. On voit que vous avez plein d'idées, plein d'entreprises depuis des années.
et vous êtes très sensible à transmettre les différents éléments de transition, en passant par les jardins, la production de nourriture et aussi la mobilité douce. Merci beaucoup. Franchement, c'est passionnant toute votre expérience, et moi je retiens que vous avez le rêve gigantesque de faire évoluer le monde et qu'il est de très très grande taille et qu'il est éléphantesque. Et donc bravo pour votre engagement. C'est magnifique que des enfants enseignent à d'autres enfants. Bon, c'est superbe. Et ben quand cette agora sera faite, que le jardin démarre là, je formule moi tous les vœux qu'il y ait plein d'animations, que vous fassiez de la belle fête, des bons repas, de la bonne musique. Vous viendrez voilà. animer en direct. Voilà, ouais, superbe. Bon, bah, juste avant donc de répondre aux questions, moi je voudrais donc vous informer que salut Lulu, le tutoriel, donc on a créé, je vais partager l'écran de notre site. Voilà. Vous le voyez? Ouais. Sur le site de l'Université francophone de l'autonomie alimentaire, vous avez l'onglet tutoriel, vous le voyez là, quand c'est en partage d'écran? François? Oui. Ça se voit? Parfait. OK. Oui, très bien. Et donc là, en Oui. descendant au 12, là, vous avez un tutoriel donc, qui vous explique, vous voyez, c'est l'action 3. Et qu'est-ce qu'une agora? Qui crée l'agora? Quelle forme a-t-elle? Quelles sont donc les fonctions, comme on l'a vu présenté par les différents intervenants. Et donc, on montre les différentes formes. Vous verrez, c'est très intéressant. Et donc, ça, vous pouvez, si vous en avez besoin, éditer. Ça peut vous faire comme un petit livre. Si vous trouvez chez un imprimeur, vous le faites. Et à ce moment-là, vous avez toutes les compréhensions. J'attire votre attention sur à peu près le milieu du diaporama. C'est que nous avons étudié de manière assez précise en monographie la première agora d'agriculture urbaine qui a été faite à Bacon Food Forest. Et vous verrez que c'est un lieu tellement riche, où il y a tellement d'événements qui se passent, qui est évolutif, qui crée du lien social, bon, on le voit là. Et à partir de quelques éléments au départ, c'est devenu, je ne veux pas dire un centre social, mais presque, quoi. Et donc, ça montre le potentiel des agoras. Voilà, donc on en parle aussi dans notre livre, et si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez prendre donc ces éléments libre téléchargement. Donc, si vous voulez qu'on passe aux questions, c'est avec plaisir. Merci Sabine. Il y a aussi sur cette page où on peut télécharger le tutoriel de l'Agora d'agriculture urbaine, une vidéo avec un entretien avec Claire sur son expérience de Taïwan, qui a été filmée par Marc Kahn. Je dis ça parce que pour les collectifs locaux dans les communes qui veulent sensibiliser le conseil municipal ou une association de transition pour créer un collectif avec une agora, eh bien, c'est des ressources qui sont à votre disposition pour mettre sur pied une réunion. Donc, vous voulez organiser une réunion publique, vous avez la vidéo que vous pouvez projeter. Vous avez le tutoriel que vous pouvez télécharger et projeter en diaporama. Donc, la séance de ce soir est enregistrée. Elle va être mise en ligne sur notre chaîne YouTube. Quelqu'un a posé la question en début de séance, où se trouve la chaîne YouTube? Eh bien, elle se trouve sur YouTube, où vous allez saisir autonomie alimentaire, donc l'Université francophone de l'autonomie alimentaire. Vous allez tomber sur la page. Et là, il y a toutes les vidéos qu'on va mettre en ligne au fur et à mesure que ces rencontres de l'autonomie alimentaire vont se dérouler. Alors, merci pour les 3 interventions qui ont été passionnantes. J'ai reçu des messages et il y a eu
des encouragements. Donc, notre ami Laurent Bernays nous a quittés avant la fin parce qu'il se lève très tôt demain matin. Donc, Laurent Bernays, je le disais tout à l'heure, qui nous a rejoint, il a été un des pionniers avec les incroyables comestibles. Il a démarré à Bayonne, il a coordonné tout le sud-ouest de la France, là, donc les Pyrénées-Atlantiques pendant 3 ans. Et il a également créé un potager dans les écoles et les pieds des HLM des Hauts-de-Bayonne, avec une forêt comestible, enfin un grand jardin avec les HLM. Et maintenant, il organise un grand chantier de jardin au village des Pruniers en Dordogne. Donc, Laurent est toujours actif et il salue nos 3 intervenants et en particulier Timéo et Lou pour votre magnifique intervention avec la Junior Association. Parmi les questions, il y a Aurélien et Ella qui posent la problématique des pollutions des sols quand on cultive. Alors, une question à Claire et puis ensuite à Fabien. On va commencer par Claire. Est-ce que Claire, quand vous êtes intervenue en ville, comment a été abordée la question de la pollution des sols pour cultiver dans la grande ville de Hsinchu? Elle n'a pas été abordée. On n'a pas abordé la question de la pollution des sols pour plusieurs raisons. Alors, il y a un site sur lequel on avait fait une analyse du sol. Il y avait quelques signes de pollution, mais faut voir que déjà, pour la production à court terme de légumes, en général, on utilise les techniques de production hors sol, c'est-à-dire de fabrication de sol avec les matières organiques de la ville, comme le bois mort, les tentes de gazon, les épluchures, etc. Et ensuite, il y a une activité microbienne et bactérienne qui fait que même si c'était des choses polluées à la base, en principe, la pollution disparaît. Nous, à Taïwan, on avait un spécialiste qui a plus de 70 ans, qui s'appelle Pierre Loisel, qui en fait a initié la collecte automatique des matières organiques pour les recycler sous forme de compost, qui a ensuite créé une ferme comme ça, qui a intégré ce compost venant de la ville pour produire des légumes à haut rendement. Et en fait, il y a des études de sol qui ont été menées que il y avait tellement d'activités bactériennes là-dedans que les polluants disparaissaient au bout de quelques temps naturellement. Cela dit, ça peut être un vrai sujet. Je pense qu'il faut considérer beaucoup de facteurs là-dedans. C'est que la pollution, c'est un paramètre. La production locale, c'en est un autre. Le fait d'avoir cultivé soi-même ses légumes, c'est un autre paramètre. Et qu'on ne peut pas bloquer un projet juste parce qu'on a un sol pollué. Déjà, il y a des manières de traiter cette pollution. Et ensuite, quand on achète ces aliments dans les supermarchés, etc., on ne sait même pas s'ils ont été produits sur sol pollué. Ils contiennent tout un tas de pesticides, etc. Donc pour moi, ce facteur pollution de sol n'est pas un paramètre bloquant. Et ensuite, pour l'aspect régénération, je vais laisser parler Fabien qui doit avoir pas mal d'expérience en sol urbain largement dégradé. Bon, alors Fabien, si tu peux revenir en ligne à l'écran pour répondre à la question de la régénération des sols en ville. Ouais, désolé, j'étais en train de chercher une analyse de sol. Et donc, moi, là, dans mes travaux, je travaille avec des bailleurs sociaux pour monter des jardins urbains. Et les bailleurs sociaux sont très attentifs. On fait systématiquement des analyses de sol. Et je regardais en fait le contenu des analyses de sol. Et il y a les polluants et 2 types d'hydrocarbures et l'amiante que l'on teste. Ça coûte à peu près entre 800 et 1200 euros en fonction du nombre d'échantillons. Donc, moi, je suis coutumier du fait de faire pratiquement sur toutes les exploitations, tous les terrains. Et effectivement, sur la région parisienne, je me suis retrouvé sur des anciens sites industriels. Et effectivement, donc là, on se met en processus tout de suite de hors-sol. Et après, on est en train d'étudier de comment
commencer à intégrer des plantes de phytoremédiation pour commencer à un peu stabiliser et relancer tout ce qui est activité microbienne pour gérer un petit peu les pollutions un petit peu plus rapidement. Mais on a une vraie attention particulière au niveau des bailleurs qui ne peuvent pas se permettre de lancer des jardins dans des sols pollués, en sachant que voilà, en région parisienne et en zone industrielle, ça peut être compliqué parce que les légumes peuvent prendre une partie des polluants. Merci Fabien. Alors, pour Oui, juste Claire. compléter, donc au sein de la forêt gourmande, on est en train de conduire une étude en partenariat avec l'INRAE et l'Université de Lorraine en Moselle sur un ancien parc industriel, une friche industrielle. Et l'idée, c'est de voir en quoi un système tel que le jardin de forêt peut participer à la dépollution du sol par le fait qu'il y ait des racines de plantes complètement diversifiées et de voir dans quelle partie des plantes vont se loger les polluants. Donc, il y a pas mal d'études en cours là-dessus, mais on manque un peu de recul encore. D'accord. Merci Fabien, merci Claire pour les précisions. Je voudrais rajouter pour ceux qui nous écoutent et notamment aussi pour le replay, puisque cette vidéo va circuler, que nous avons consacré un chapitre dans la feuille de route des 21 actions, c'est le chapitre 19 qui s'appelle Phytoremédiation. Donc pour votre information, il y a 21 actions à la feuille de route et donc il y a 21 groupes thématiques sur Facebook qui sont réalisés. Et donc si vous allez dans le groupe Facebook numéro 19 qui s'appelle Phytoremédiation, vous allez trouver beaucoup de ressources et des experts qui sont au sein du groupe qui travaillent dans ce domaine-là. Donc concernant la pollution des sols, on a mis en ligne une vidéo qui a été tournée par l'école AgroParisTech. AgroParisTech, qui s'est beaucoup développée dans l'agriculture urbaine, a fait un voyage d'études à Berlin et en Allemagne, à Stuttgart. Et les Allemands qui ont développé l'agriculture urbaine à Berlin depuis très longtemps déjà, ont été les premiers à être confrontés à ces problèmes de pollution des sols. Donc l'université de Stuttgart est spécialisée dans ce domaine-là. Il y a une professeure, si vous posez la question sur le groupe Facebook Phytoremédiation, je vous mettrai la vidéo, les liens, le nom du prof de Stuttgart avec ses expertises et ses témoignages, parce que des études scientifiques ont été faites pour mesurer la pollution des sols en ville et l'incidence des particules à métaux lourds sur les plantes. Et aujourd'hui, il y a des réponses scientifiques mesurées et qui donnent des résultats tout à fait significatifs. Donc, il y a un savoir-faire qui est développé en agriculture urbaine. Maintenant, c'est plus du domaine effectivement des collectivités. Mais nous, on a travaillé pour créer le livre avec Thierry de Phytorestore. Donc, on a des outils. Je vous invite à lire dans le livre le chapitre de la page du chapitre 19 sur la phytoremédiation, dépollution des sols par les plantes. Donc voilà, en gros, on fera un webinaire sur ce sujet-là avec les experts. La société Phytorestore en France est leader dans ce domaine-là. Et j'ai posé la question si dans les années qui viennent, dans le monde d'après, est-ce que la phytoremédiation sera à la portée du grand public? Et j'ai obtenu la réponse que oui. Et d'ailleurs, pour votre information, sur le site de l'UFA, autonomiealimentaire.info, à la feuille de route des 21 actions, chapitre 19, l'action 19, il y a un jeu de cartes à télécharger pour les enfants, qui est un jeu des 7 familles sur les plantes qui dépolluent l'air, l'eau et les sols. Donc, vous pouvez imprimer ce jeu sur des Bristol et jouer avec les enfants sur les agoras d'agriculture urbaine pour les sensibiliser à la dépollution des sols par les plantes. Donc voilà, Thierry Jacquet, Phytorestore. Alors maintenant, autre question. Claire, une question pour toi. Quand tu dis c'est devenu mon métier, l'agora, la forêt, question qui revient qui m'a été envoyée par le chat. Est-ce que les agoras peuvent créer
des débouchés, des modèles économiques, si des gens sont des chômeurs ou des gens en reconversion, cherchent une nouvelle vocation, est-ce que ça peut faire l'objet de nouveaux métiers? Qu'est-ce que ça apporte l'Agora depuis de ton point de vue, à partir de ton expérience? Oui, ça fait l'objet de nouveaux métiers puisque nous, on a déjà créé un emploi salarié dans l'association Autonomie Alimentaire Cahors. Très bien. Au bout d'un an et demi d'existence, on a créé l'emploi salarié. Alors, c'était pour un des cofondateurs de l'association et du coup, le métier qu'on a créé, c'est coordinateur en agriculture urbaine. C'est-à-dire que dans l'optique où on déploierait les 21 actions dans la ville au sein de l'association, eh ben, il faut déjà commencer par une personne qui coordonne les actions, c'est-à-dire qui soit un peu au quotidien sur le terrain s'il y a plusieurs projets, pour accueillir éventuellement des classes, pour coordonner les travaux avec les services techniques de la mairie, pour s'occuper de faire des devis, de passer des commandes pour les opérations de construction de l'Agora, etc. Donc déjà, ça, c'est un premier métier créé. Nous, on imagine qu'après ce premier métier-là, il peut y en avoir plusieurs. Certains métiers qui sont orientés plutôt autour de la production pure et dure en maraîchage, autour de la multiplication des végétaux, autour de l'animation et de la transmission, autour de la transformation des aliments. Donc, tout comme aujourd'hui, il y a le métier d'agriculteur, il y a le métier d'animateur, de formateur. Donc, tout ça, c'est tous les métiers qu'on peut avoir. Puis, il y a aussi l'administration. Il y a toujours une gestion administrative qui est liée à ça. Il faut faire la compta, il faut gérer les mails, il faut faire la communication, etc. Donc, même si on n'a pas la compétence de base d'un jardinier, on peut quand même trouver un moyen de contribuer à ça et d'en faire son métier. Bon, bah super, merci Claire. Alors, j'ai aussi une question qui revient régulièrement. C'est, alors peut-être André Trive, si tu veux bien rallumer ta caméra, André. Donc André Trive est avec nous ce soir. Il est adjoint au maire à la commune d'Aisne, au sud de Perpignan, en Pyrénées-Orientales. Et une question concernant les élus locaux. Des habitants aimeraient bien faire des agoras, mais ne savent pas comment s'y prendre avec la municipalité, le conseil municipal. Est-ce qu'il faut aller voir le maire? Est-ce qu'il faut aller voir le conseil municipal? Est-ce qu'il faut écrire? Est-ce qu'il faut comment les élus reçoivent les demandes des habitants pour ouvrir l'espace public à l'agriculture urbaine? Est-ce que tu peux nous en parler, André? En fait, c'est un peu dans la mouvance. En plus, l'actualité, elle parle pour nous, quoi, actuellement. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller titiller un peu les élus. Ils sont très réceptifs à ça. Après, il faut l'amener avec quelques infos en appui. Et après, nous, ce qu'on a fait sur Elne, c'est que nous, ça venait de la mairie, quoi. Donc, c'était quand même beaucoup plus facile, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre les choses en main, se monter en associatif et déjà fédérer un petit groupe d'habitants. Quand on a commencé on arrive à être une petite dizaine déjà, ça a fait du bruit selon la taille du village et ça peut avancer assez rapidement, quoi. Donc, ce qu'on porte actuellement, ce n'est pas très onéreux pour la mairie. Donc, ce n'est même pas une histoire de budget. Des fois, il faut un peu mettre en ordre de bataille les services techniques parce que nous, sur Rennes, par exemple, on a un peu désimperméabilisé pour pouvoir faire des petits potagers dans le cœur de ville ou planter des vignes le long des façades. Mais sinon, franchement, il n'y a rien de très compliqué. Il faut vraiment aller taper à la porte des élus. Ils recevront, je pense, avec la plus grande bienveillance, des projets comme celui-ci, quoi. Oui, merci. Alors nous-mêmes, on est venu à Elne avec Sabine, où nous avons rencontré le maire, Nicolas Garcia. On a fait le tour des jardins partagés municipaux, avec toi d'ailleurs, et on avait fait la proposition de créer des agoras d'agriculture urbaine dans les jardins partagés. Donc, est-ce que cette idée, elle avance dans la commune aujourd'hui? Est-ce qu'elle est acceptée? Est-ce que les agoras vont voir le jour? Oui, les agoras vont voir le jour parce que samedi, on a lancé le premier événement intitulé Elne Ville Jardin. Du coup, si tu veux, il y a eu 3 périodes pendant cet événement.
On a fait donc un jardin partagé, puis on a planté le long d'une rue. On a terminé aussi avec le potager de l'école. Mais entre ces deux temps forts de plantation, on a eu 1 heure de battement. Et puis, donc, il y avait les habitants du quartier. Et on s'est dit, bon, ben, là, on va se faire une petite balade exploratoire et on va aller toquer aux portes, on va aller voir les gens, discuter avec eux, voir ben, s'ils ont ces projets l'intéressent et comment eux le verraient dans leur petit quartier. On a fait 5 groupes. Ça a été, enfin, moi, je suis resté un peu étonné au bout de cette heure-ci. Les 5 groupes sont revenus avec 3 spots chacun dans le cœur de ville qui recensaient chaque spot recensait au moins 5 familles. Donc, ça a été assez simple. Ça a été 5 fois 5 fois 3 quoi, en 1 heure. Donc là, ben, ça nous donne du pain sur la planche. Donc demain, nous, les élus, on se retrouve parce qu'on a les élus à la démocratie participative et moi, côté agroécologie, on se voit. On va aller revoir ces familles-là pour finaliser un peu les projets parce que derrière ça, il faut qu'on mette en place pas mal de procédures comme des DICT pour voir un peu les réseaux souterrains et tout ça parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut n'importe où dans le cœur de ville. Mais quoi qu'il en soit, les différentes techniques qu'on peut mettre en place, que ce soit le bac potager, la plantation en pleine terre ou autre, peuvent être de circonstances. Et donc, je pense que nous, ce qu'on va faire, c'est que dans le village, on va essayer de cadencer tous les mois 2 spots d'agora et de mise en place de permaculture urbaine, quoi. D'accord. Donc, d'ici le mois de juin, ça va facilement me faire dans le village. Je ne sais pas si on peut appeler ça chaque fois des agoras, mais en tout cas, il y aura des spots comme ça qui vont se multiplier. Et des agoras, je pense que là où il faut quand même un peu de place quand même pour faire une agora, il faut mettre quelques bancs. Je pense que facilement, on en fera 5 ou 6 sur le village. Il faut savoir qu'Elne, quand même, c'est assez grand. C'est une commune de plus de 10 000 habitants. Donc, mais on a fait pas mal de bruit et ça porte ses fruits, quoi. Mais il faut vraiment aller toquer aux portes. Ça, c'est vachement important. Merci André. Alors j'ai une question là qui vient donc de Steph pour peut-être Fabien qui pose la question. On parle d'agora d'agriculture urbaine, mais alors qu'en est-il de l'agora en milieu rural pour les communes rurales, Fabien? Est-ce que tu es déjà intervenu? Est-ce que à Piéto encore c'est complètement à la campagne? Est-ce que tu peux témoigner de l'intérêt de l'agora en milieu rural? L'agora, c'est un outil social. Du moment qu'il y a de l'humain, l'agora, elle fonctionne et elle a son pouvoir. Effectivement, ce qui est peut-être plus intéressant en ville, c'est que les gens sont plus facilement déconnectés. Ils ont leur télé, ils sont enfermés chez eux. Dans les immeubles, les gens ne connaissent pas leur voisin de palier qui est à 2 mètres de chez eux. À la campagne, il y a un petit peu plus de liens. Mais sinon, le fonctionnement de pouvoir se rencontrer, discuter, échanger est tout aussi valable et sur les mêmes principes qu'en ville. D'accord, Moi, très bien, merci. Je vais prendre une… Attends, François, je pourrais Oui, Sabine. rajouter que dans urbain, ça ne veut pas dire forcément ville, parce que quand on parle d'urbanité, on parle de… Oui, c'est ça, de bonnes relations humaines. Donc, il peut y avoir de l'urbanité à la campagne autour d'un potager qui a été partagé, qui est collectif, ou chez un maraîcher qui fait une AMAP et ben, on aime bien aller s'asseoir sur des bancs et discuter et on crée une agora naturellement. Donc, c'est pas forcément en ville, ça dépend des gens en fait, ça dépend de la dynamique locale qui peut être créée à un moment donné. Il y a une magie qui s'instaure. S'il y a quelqu'un qui a cette vision-là et qui la propose aux autres, à ce moment-là, ça peut s'enclencher. Il n'y a pas d'exclusive parce que ça soit en ville. Tout à fait. Bon, merci Sabine. Effectivement, dans les tutoriels sur le site de l'UFA, il y a le jardin potager hors sol sur le terrain de tennis à Witzavon. Il y a le jardin
potager de Montcalm. Il y a donc tout ça, c'est milieu rural. À Piette, c'est complètement à la campagne autour d'Ajaccio. Et effectivement, dès qu'on est sur un jardin pédagogique, un jardin thérapeutique, un jardin partagé, si on veut faire de la convivialité, si on veut faire de la transmission des connaissances et des instructions claires, l'agora est tout à fait adaptée. Et dans la période de mutation qu'on est en train de vivre, c'est une clé fondamentale pour mettre tout le monde au même niveau d'information pour avoir un langage commun sur cette transition alimentaire. Alors, il y a une question pour toi, Fabien, et on va en terminer là pour les échanges avant que Sabine nous fasse la conclusion de ce qu'on a retenu ce soir. Fabien, c'est la question des étudiants et des professeurs. Les profs sont formatés à un enseignement qui a été acquis dans les 30 dernières années ou les 20 dernières années. Et là, ce qu'on est en train de vivre, des changements de modèle est très rapide. On parle d'agriculture urbaine de 3e génération. Les incroyables comestibles, c'est une nourriture à partager, c'est de l'open source. Les agoras d'agriculture urbaine ou la régénération des sols, il y a de nombreux profs qui n'ont pas du tout été formés à ça, même dans les lycées agricoles. Est-ce que tu peux nous dire comment réagissent les profs dans les universités quand tu enseignes la régénération végétale? Merci. Moi, j'enseigne pas forcément la régénération végétale. Grâce à l'outil jardin, j'essaie de voir comment on peut répondre au programme scolaire, tout niveau, de la maternelle jusqu'aux universités, et comment on peut avoir du sens et comment, en fait, que des ingénieurs travaillent sur la vie du sol, sur les interactions et sur des outils pour comprendre et optimiser et mettre toute leur matière grise d'ingénieurs au service de moyens et qu'on leur donne juste les process et les ingrédients. C'est vraiment ça, c'est juste un outil base. Et avec ça, ils doivent mettre en pratique tout leur savoir-faire, tout ce qu'ils apprennent pour pouvoir essayer de comprendre, de faire valoir, d'optimiser ce type de système, et on le fait tout niveau. Le but, c'est vraiment que l'outil jardin s'adapte à toutes les problématiques. Après, on a des fenêtres plus ou moins grandes. Et effectivement, le jardin est tellement entre le commerce, la régénération, la reproduction, la génétique, les écosystèmes aquatiques. Bon, on peut toucher à tout, aux mathématiques, au français, travail de texte, à l'anglais, aux langues locales. Par exemple, en Corse, le jardin avait un très grand succès en langue corse. C'est que tous les outils, toutes les méthodologies, creuser, donner, récolter, vendre, cuisiner, ça permettait de reconnecter les enfants à leur langue avec des mots simples que connaissent leurs grands-parents et qu'ils pratiquent, parce que souvent les parents et les grands-parents sont à la campagne, et quand ils les retrouvent, c'est ce genre de choses qu'ils font. Donc, ils peuvent tout de suite reprendre contact avec leur langue. Donc, l'outil jardin est vraiment un outil fondamental, et même jusqu'aux grandes écoles. D'accord, très bien, merci Fabien. Alors Sabine, à toi un petit tour de synthèse avant de conclure là, et puis le prochain rendez-vous. En allumant ton micro si tu veux bien. La vedette donc, de ce soir, c'était les agoras, les agoras d'agriculture urbaine. On a voulu vous montrer tout leur intérêt dans la dynamique voilà, de création d'actions qui nous permettent de nous mettre en route petit à petit sur l'autonomie alimentaire, de retrouver notre souveraineté. Il y a plusieurs moyens pour y arriver, mais l'Agora est un équipement structurant qui permet donc de rassembler des gens dans un même but. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a la nécessité quand on veut créer une Agora, qu'il y a un leader qui ait cette vision. Le leader, il va montrer le cap, il va montrer la vision, il va donner envie aux autres de se joindre à lui. Et à plusieurs, on peut, comme nous disait André Trive, aller voir la mairie, comme a fait Claire à Cahors. Ils se sont réunis à plusieurs, ils sont allés voir la mairie en disant voilà, on aimerait faire ça, avec plusieurs propositions. Et la mairie a aussitôt accepté, a compris l'intérêt. Pour autant que les personnes qui vont présenter le projet, le portent, l'ont bien compris et ont bien compris à quoi ça servait, dans quel but, et
pour emporter la décision. Et à ce moment-là, à partir du moment où on emporte la décision, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se joindre et tous les possibles sont là, quoi, et ça fonctionne bien. L'Agora permet de réaliser très rapidement quelque chose de concret. Moi, j'aime bien dire qu'elle crée de la valeur parce qu'en fait, les intrants qu'on va mettre, qui vont arriver dans le jardin partagé, par exemple, si c'est un jardin partagé, dans l'Agora, c'est quand même des bottes de paille, des trucs, c'est quand même pas très onéreux. Et ce qui sort, ce qui est exporté de l'Agora, bah, c'est du lien social, c'est de la joie, c'est des légumes, ce sont des rencontres, c'est de la créativité. Donc, il y a l'intrant est inférieur au sortant et le sortant, il est ce qu'on exporte et ce qu'on crée et a bien plus de valeur. Donc, c'est vraiment, comme disait Fabien, un ingrédient principal. Si vous êtes partant, enfin, nous, on vous engage, pour ceux qui sont motivés, à tenter le coup, à voir comment ils peuvent se lancer à 2 ou 3, allez hop, on va faire une agora. Quelqu'un qui a bien compris va potasser les tutoriels, écouter Claire sur la vidéo, là, sur le site de l'UFA. Et une fois qu'on porte bien cette chose-là, on peut la présenter, la vendre, entre guillemets, à des élus ou à quelqu'un. Ça peut être aussi sur un terrain privé, comme ça a été le cas à Pieto, ou alors dans un centre universitaire ou peu importe. Voilà. Moi qui ai fait l'INSA, je suis vraiment enchantée de voir la direction que prend cette école. Moi, c'était à Lyon. Il y avait effectivement de grands espaces verts qui étaient tondus. Il n'était absolument pas question de potager, de quoi que ce soit. Par contre, il y avait un concours, Timéo et Lou. Chaque année, on faisait des vélos et les ingénieurs mécaniciens, ils s'acharnaient à faire des vélos complètement fous avec 10 personnes, 20 personnes. Et après, il y avait une course de vélos de complètement fous à l'intérieur de l'INSA. Et moi, ça m'encourage, je trouve, ça me donne beaucoup d'espoir. De voir que les ingénieurs se lancent sur le lien à la terre et que c'est complètement indispensable. Et le fait qu'ils soient en agora dans cette école porte beaucoup d'espoir. Voilà, donc je voudrais faire un tour de table si Fabien, Claire, Timéo, vous avez quelque chose à rajouter, ou si quelqu'un dans la salle veut prendre la parole, c'est le moment. Moi, je veux dire merci à tous d'avoir été là et puis partagez vos projets et vos initiatives sur les groupes Facebook parce qu'en fait, ça accélère les retours d'expérience et ça motive tout le monde. Ouais. Françoise, elle veut dire quelque chose? Oui, moi je voudrais d'abord, c'est une première pour nous ce soir, donc merci aux participants, aux intervenants pour la qualité de ces échanges. Je voulais vous remercier également Timéo, Lou, Linline, Claire, Fabien et les autres de vos contributions parce que c'est grâce à vous qu'on a pu faire ce tutoriel en ligne à partir de vos expériences sur les agoras d'agriculture urbaine. À tous les niveaux, y compris la Junior Association. Vous avez pu voir quand on a passé, qu'on avait mis votre agora dedans avec les rondins de bois. Donc c'était votre première agora là, simple en fait. Il y avait les palettes de récup et les rondins de bois. Fabien en a fait avec des bottes de paille. Les moyens du moment pendant la belle saison, c'est rapide. En fait, le message qu'on voulait faire passer dans l'agora, c'est que c'est simple à réaliser, c'est pas cher et c'est très efficace et ça peut permettre de créer de la valeur pour rendre possible une forme d'organisation intelligente du retour à l'autonomie alimentaire à l'échelle collective, donc à créer des collectifs d'autonomie alimentaire. Voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un, Françoise ou Hélène, non? Vous vouliez parler? Oui. Françoise, il faut allumer le micro. Françoise, tu peux mettre le micro. Non, merci à tous. Moi, je trouve les 3 cas très, très intéressants, très, très vivants, différents. Et les jeunes m'épatent beaucoup. La jeunesse de 16 ans, 15 ans
de faire ce qu'ils ont fait. Et ce que je vois aussi, c'est que peut-être on en fait tout un monde et de vous écouter, on voit que c'est simple, ça peut être simple et que s'il y a des volontés, si on toque aux portes, comme le monsieur élu l'a dit, voilà, on peut avancer, on peut faire des choses dans ce sens-là. Et moi, j'y aspire depuis longtemps et j'espère y arriver. Voilà. Ah bah, il y a qu'à. Oui. Oui. Il y a Hélène. Oui. Merci Françoise. Je vous en prie. Merci. Bonjour, merci beaucoup, c'est vraiment enthousiasmant. Tant mieux. Je voulais vous exposer un petit problème que j'ai et avoir votre avis en fait. Je suis dans une résidence sociale où le bailleur social a accepté un projet que j'avais écrit de forêt comestible. Donc, pour l'instant, je suis toujours en train de travailler le sol parce que je suis toujours toute seule pour l'instant. Et puis, parallèlement, je travaille dans la ville d'à côté, dans un collège où j'ai le projet aussi, avec un professeur, de monter une forêt comestible dans le collège. Bon, ça, c'est pour le cadre. Mais j'ai un de mes voisins qui vend des fruits et des légumes et qui me voit comme une menace. Donc, il est dans la résidence sociale et je ne sais pas trop comment faire parce qu'il y a des signes d'hostilité, quoi. Un peu. Voilà, il m'a une fois dit qu'il s'agissait de faire vivre tout le monde, quoi. Donc, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Voilà. François, tu veux répondre Merci. à cette question par rapport au commerce? Oui, alors. Excuse-moi, il vend donc des légumes dans le village le samedi et le mercredi. Et il en vend aussi aux voisins de la résidence sociale où il peut les livrer très facilement. Voilà, il va les chercher à Rungis. Il est marocain, tunisien, pardon, donc il a des liens un peu avec la Tunisie aussi. Voilà. D'accord. Peut-être que Claire, tu as des éléments d'éclaircissement par rapport à ces difficultés relationnelles qu'il peut y avoir sur un espace comme celui-là, qui est évoqué par Hélène. Je pense qu'il faut vraiment clarifier l'objectif. Donc, quel est l'objectif de la mise en place de ce petit jardin? Donc, dans le cas d'une agora, on n'est pas trop sur un objectif de production alimentaire. On est plutôt sur un objectif d'éducation populaire et de création de liens sociaux. Donc, on n'est pas en concurrence directe avec un vendeur, un producteur, etc. Et au contraire, on peut même faire intervenir cette personne en tant qu'expert, puisqu'il est déjà, lui, dans cette boucle-là. Alors après, ça va dépendre de sa bonne volonté, etc. Mais souvent, on a peur du changement. Quand on est quelque part, on a peur, en fait, d'aller dans l'inconnu. On se dit que ça va créer une sorte de compétition. Ici, on n'est pas sur une compétition, on est sur une coopération et une collaboration. Et son objectif à lui de vendre de légumes n'est pas l'objectif de la création de ton jardin. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant l'éducation et le lien social. Je ne sais pas si ça pourrait aider comme ça de définir collectivement pourquoi on fait ce jardin-là avec les bailleurs. Ouais, Fabien. Et qu'il n'y a pas de concurrence. Oui. Ouais, pour répondre, la surface de votre jardin, c'est combien de mètres carrés? C'est environ 100 mètres carrés. Et vous êtes combien de personnes à travailler dessus? Comment dire, 100 mètres carrés. Oui, c'est ça, à peu près 100 mètres carrés. Pour l'instant, je suis toute seule. Ok, donc vous n'occupez pas les 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, c'est déjà une grande surface. Donc, vous devez occuper en légumes, vous devez… Ah oui. Sur les 100 mètres carrés potentiels qui sont à côté d'une mare, juste à côté d'une mare, alors, je dois cultiver 20 mètres carrés. Voilà, donc il faut l'appeler, il faut lui dire de venir sur le jardin, lui dire regarde. Et j'ai déjà fait dès le départ. Attendez, et juste écoutez-moi et après on pourra échanger. Là, le but c'est de tangiblement lui dire 20 mètres carrés,
ça va peut-être produire, je suis toute seule, là, je fais ça pour mon plaisir et pour essayer de faire quelque chose de sympa avec la terre. Je vais peut-être produire, si je produis entre 1 à 2 kilos par mètre carré par saison, c'est le grand max. J'ai 20 mètres carrés, ça fait 20, 30, 40 kilos maximum. Lui montrer que ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir lui porter préjudice, que matériellement, que là, il y a tellement peu de mètres carrés, vous êtes toute seule, que ce n'est pas ça qui va pouvoir, c'est pas ça qui va produire des légumes. Et vous lui demandez, mais toi, combien de kilos par semaine tu vends? Combien tu en charges dans ton camion? Et lui montrer que simplement, mathématiquement, le jardin, même sur les 100 mètres carrés, si vous êtes 10 dessus, ça ne pourra que participer peut-être à 5-10% des légumes qui, lui, il charrie toute l'année. Et lui dire, écoute, par contre, ce qu'on peut faire, tu viens me donner un coup de main, on fait un stand et tu ouvres, on se dit, tous les dimanches matins ou les lundis, eh ben, on fait un stand devant le jardin. Et on se sert du jardin peut-être pour trouver d'autres espaces de vente. Parce que même si moi, je fais mon jardin, il y a toujours des légumes qui me manquera et je vais toujours devoir t'en acheter. Donc, pour l'instant, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui fait qu'on puisse s'entendre en sachant que je ne mets en rien en danger ton business? Parce que regarde, matériellement, les preuves font que voilà, je ne peux pas te faire de mal, mais par contre, est-ce que je peux être un avantage pour toi? Essayons de réfléchir quel avantage il y a pour toi dans cette résidence, dans ce jardin et dans ces 100 mètres carrés, par exemple. Après, il faut essayer, mais il faut mettre ça vraiment très terre à terre et remettre les choses matériellement pour qu'ils comprennent que vous n'êtes pas un danger et vous ne le serez jamais. Quelque chose comme ça. Essayez ce genre d'approche et vous voyez comment ça peut faire évoluer. Mais alors, il y a donc l'agora d'agriculture urbaine, parce que nous, c'est un village, c'est pas, il y a une ville, enfin, il y a une ville un peu plus grande à côté. C'est un village justement de profil rural, c'est un village rural, même si c'est assez près de Paris, qui a gardé son caractère rural. Et donc, il y a des fermiers sont installés, deux jeunes fermiers, pas loin, qu'ils voyaient justement comme une menace aussi. Hein, mais bon, là, ils prennent vraiment, ils ont un grand terrain et puis ça y est, ils ont commencé à produire, ils ont commencé à vendre. Une agora d'agriculture urbaine, est-ce qu'il faudrait, par exemple, j'en parle à ces fermiers? Oui, alors faut pas perdre de vue que la démarche qui est proposée, c'est un retour à l'autonomie alimentaire. Donc, on est dans une culture depuis plus de 50 ans de mondialisation, globalisation et spécialisation, un marché mondial, et qu'on a perdu toute forme de souveraineté sur les territoires. On n'a que 2 à 3% de production locale de nourriture. Et donc, aujourd'hui, de revenir à une production locale de nourriture, eh bien, ça va permettre de créer de l'activité avec des emplois non délocalisables. Donc, l'intérêt de l'agora, avant de créer l'agora, il faut faire de la pédagogie dans la ville. Donc, avant de faire une agora, on ne vient pas comme ça, on crée une agora, coucou, voilà, je crée une agora. Il y a tout un travail de dialogue à réaliser, comme a fait Claire, elle a montré dans ses images. Elle a fait le tour de la ville, elle a rencontré des acteurs, il y a des groupes qui se sont constitués, ça a mis 9 mois. Ça a mis 9 mois et donc il y a tout un travail de pédagogie à mettre en œuvre pour expliquer les enjeux de l'autonomie alimentaire et que l'agora est un outil stratégique, un outil majeur, un outil clé efficace, mais il y a des préalables avant, c'est le dialogue. Donc rien n'empêchera le dialogue que de savoir que on a une raréfaction des ressources énergétiques en France et dans le monde, avec une hyperinflation et une pénurie alimentaire qui est en train d'arriver. La question qui va être posée pour les populations, c'est de retrouver sa souveraineté. Et donc le seul moyen, c'est de revenir à une production locale. Et donc et par le fait qu'on a une baisse énorme de la population paysanne et que cette population paysanne s'est spécialisée, si on veut nourrir les villes, demain, il va falloir que les habitants se mobilisent pour créer des AMAP, pour créer des jardins de production
vivriers, locaux, pédagogiques, les écoles s'y mettent, ça va être l'affaire de tous. Donc, observez bien l'actualité, vous verrez bien que il y a une nécessité et que cette nécessité, eh bien, c'est de faire venir les gens, de rassembler les gens, de faire de la pédagogie, de faire des conférences, de présenter des films, d'organiser des débats. Et puis, à la sortie de ça, c'est de manger ensemble des produits locaux et puis de commencer à mettre les mains dans la terre, comme on fait la junior association avec Timéo et Lou, aller à la rencontre des habitants, des écoles. C'est pas toujours facile. On en a parlé avec Lin cet après-midi, que les difficultés qu'ils peuvent rencontrer face aux résistances des gens qui sont habitués à la consommation individualisme, de chacun pour soi, et qui ont peur du changement, qui ont peur du nouveau, et que tous ceux qui amènent du nouveau, pour beaucoup de personnes, ça représente des menaces, la menace de l'inconnu. Et donc, pour ça, il faut de la pédagogie. Et l'Agora, c'est un outil qui permet ça, étape par étape, c'est un outil clé dans la progression du retour à l'autonomie alimentaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. On va arrêter là parce qu'on on a dépassé les temps. Il y a des gens qui nous quittent et qui nous remercient. Sabine, le mot de la fin et le rendez-vous pour la prochaine étape, si tu veux bien. Voilà, merci à tous. C'était notre première rencontre de l'autonomie alimentaire. Donc, il y en aura d'autres. Et la prochaine aura pour thème les AMAP. Ce sont les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est l'organisation du circuit court, le lien entre le mangeur et le producteur, les mangeurs et le producteur qui conviennent ensemble des prix de la production, et les gens s'engagent à acheter la production. Donc, on aura le plaisir d'accueillir Daniel Vuillon, qui est l'homme qui a le maraîcher, qui est dans le Var et qui a développé les AMAP, qui a amené le concept des AMAP en France. Et je l'ai connu bien avant qu'il crée les AMAP, et puisque j'habitais à côté de chez lui, et j'étais déjà engagée à l'époque en tant qu'urbaniste dans l'agglomération toulonnaise à défendre les poches de maraîchage, et on était ensemble à faire ça. On nous traitait de fous à l'époque. Et il y aura donc aussi André Trive, qui a créé l'AMAP aussi à Elne, qu'on a vu tout à l'heure et qui est parti. Et donc ça aura lieu le 16 décembre à 20h. Donc, ce sera les deux intervenants. Eh bien, voilà, merci à tous pour vos contributions. Merci Sabine et merci à tous pour cette belle soirée enrichissante. Et on va mettre cette vidéo en ligne sur YouTube, sur le site Université francophone de l'autonomie alimentaire. Et on vous dit peut-être à la prochaine fois pour la deuxième rencontre. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.